Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de conversation. Cette chaîne d'information est dédiée à la rencontre avec des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents en situation de handicap. Nous allons rencontrer des professionnels de la santé, du secteur du médico-social et de l'éducation. Nous allons aussi rencontrer des usagers. Je suis Isabelle Moron, psychomotricienne. Notre objectif, c'est de vous aider à répondre à vos questions, que cela soit de l'ordre du professionnel et du personnel, et à réfléchir à l'importance de la qualité de vie au travail pour garantir la qualité des soins et l'engagement des professionnels. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Ingrid, psychologue, qui a cofondé avec Emma My Quiet Place. Elle nous explique comment elle s'est lancée dans la création et la commercialisation d'un outil, l'ardoise des émotions. À travers ce témoignage, on découvre vraiment la créativité des professionnels de terrain, ce passage de l'utilisation en cabinet ou sur son lieu de travail à la conception à plus grande échelle, à la commercialisation et au marketing et à la vente. Comme dans tous les podcasts, une thématique reviendra, celle de la qualité de vie au travail des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents. Bonjour Ingrid et bienvenue dans notre espace de conversation. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, comme tous les podcasts, en fait, je vais commencer par te laisser te présenter. Donc, ton métier, comment tu es arrivée à ce métier, ton expérience professionnelle. Oui, super. Je m'appelle Ingrid Paris, je suis psychothérapeute, psychologue clinicienne, j'habite au Costa Rica j'exerce en tant que psychothérapeute à mon cabinet au Costa Rica et puis aussi j'ai des patients un peu partout à travers le monde, donc en session via Zoom, voilà. Et puis je suis cofondatrice de My Quiet Place voilà, co-créatrice de l'ardoise des émotions, dont on va parler plus tard. Donc, merci. Et je crois aussi que tu es maman de 2 enfants. 2, bientôt 3. Bientôt 3. Félicitations. Voilà. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on parle de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand on commence 2 enfants, c'est beaucoup. 3, c'est un vrai challenge. Voilà, j'imagine. Les 2 derniers vont être assez petits, donc oui, j'imagine que ça va être un challenge. Bon, merci. Donc, je voulais te demander aussi comment tu es venue à ce métier de psychologue. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, en fait, je pense que c'était une évidence pour moi depuis longtemps, mais ceci dit, c'était pas mes premières études parce que j'étais fan de l'Allemagne et de la langue allemande. Et donc, j'ai fait des études d'allemand avant, de littérature allemande. Et puis, en fait, quand j'ai terminé mes études d'allemand, je me suis rendu compte que non, vraiment, ce que je voulais, c'était la psychologie et, enfin, plus particulièrement, vraiment la psychothérapie. Et donc, j'ai repris des études de psychologie en Allemagne. D'accord. Voilà. Mais bon, pour comment j'y suis venue, je ne sais pas. Je suppose que ça correspond à ma personnalité. C'est ce que je sais bien faire. Et tu as travaillé J'aimerais bien. tu as Ouais. travaillé en Allemagne ou tu es partie tout de suite au Alors, Costa Rica? je suis partie après mon diplôme. J'ai juste fait mon stage, disons, de fin d'études en Allemagne en tant que psy, mais c'est tout. Après, juste après les études, je suis partie au Costa Rica. D'accord, donc tu as fait toute ta carrière au Costa Rica. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire si tu vois une différence ou tu imagines une différence au niveau de la qualité de vie au travail, donc pour les personnes qui travaillent au Costa Rica par rapport à ceux qui travaillent en France? La situation au Costa Rica, elle peut être assez difficile pour les psychothérapeutes comme ça, libéraux. Les gens sont moins habitués peut-être à avoir recours à un psychothérapeute en cas de difficulté. Donc, ça peut être difficile de trouver un équilibre économique, surtout de créer une patientèle au Costa Rica. Après, une fois que ça s'est mis en place, je dirais que voilà, non, c'est probablement assez similaire. Mais bon, ça reste quand même une grosse barrière, le fait de construire une patientèle. Et en Allemagne, c'est encore plus facile qu'en France parce que la psychothérapie est prise en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage voilà, pour les gens. Ça enlève la barrière économique, c'est plus facile.
Et oui, qui peut être un frein, effectivement, quand on n'a pas les moyens. Bien On pose des sûr, bien questions. sûr. Et oui, Malheureusement, parce que la santé mentale, c'est très important. oui, oui. Et je crois qu'au Costa Rica, tu as aussi eu une expérience en tant que salarié. Oui, bien sûr. Donc, j'ai travaillé au lycée allemand, ici au Costa Rica, et j'étais psychologue en maternelle. Voilà, c'était mon expérience de salarié, une très belle expérience. J'étais un petit peu sceptique au début. Je me disais, ah, en maternelle, est-ce que on va vraiment pouvoir faire avancer bien avec les enfants sur le thème de l'éducation émotionnelle, en fait. Et c'était une très jolie expérience. Ouais. D'accord. Et je crois, oui, que tu accompagnais aussi les familles, surtout. C'est ça, les familles et les enfants. Pas que les Oui, c'est enfants. ça. Non, oui, pas que les enfants. C'était les enfants, l'équipe, donc maître et maîtresse, et les familles, ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'on parle juste avant de la qualité de vie au travail. Donc, de tout, nous on s'intéresse vraiment à tous les acteurs autour de l'enfant et l'adolescence, donc aussi au monde de l'éducation. Et là, Ouais. vous, au lycée, il y a un psychologue qui est dédié aux enseignants également. Parce que ça Oui, n'existe alors pas en France, je pense. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est une volonté de la direction de maternelle. Donc vraiment en maternelle, avoir une psychologue. Donc là, j'étais une psychologue pour 200 enfants. C'est vraiment idéal. Et effectivement aussi, le personnel pouvait venir parler avec moi s'ils avaient des problèmes d'ordre personnel ou professionnel d'ailleurs. Mais c'était une volonté de la direction. Donc bon, dans les mains en fait d'une seule personne. Malheureusement, c'était pas quelque chose sur le plan public ou voilà sur tout le Costa Rica. Mais cette volonté d'une seule personne a fait que ça, l'éducation émotionnelle était vraiment au centre du programme en fait éducatif. Ouais, Ah non, ça c'est chouette, même si ouais, c'est une personne, c'est ça très existe et chouette, c'est possible de le faire. Donc c'est bien aussi de le tout mettre à fait, en valeur. Bon, tout bah, à merci fait. déjà, bon, c'est déjà très intéressant. Donc maintenant, du moins, tu travailles maintenant uniquement en libéral. C'est ça. Et donc, la thématique de ce podcast, elle tourne beaucoup autour du jeu. Donc, bah, c'est Ouais. comment tu utilises le jeu dans l'accompagnement des enfants. Oui, bah, en fait, c'est essentiel parce qu'avec les enfants, il faut toujours des supports pour pouvoir parler des émotions. On ne peut pas juste arriver avec les adultes et dire, bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? D'accord? Les enfants, ils ne vont pas synthétiser ou pas forcément s'ouvrir s'il n'y a pas de support et surtout s'il n'y a pas de support ludique. Donc, ça peut être des livres, des marionnettes, les dessins, bien entendu, l'ardoise des émotions que j'ai créée pour ça. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir ce support pour accéder aux émotions. Oui. Donc, en fait, tu vas par exemple utiliser un livre, mais là, tu vas Ouais, choisir une histoire pour amener l'enfant à discuter, ou est-ce que tu peux ouais. adapter finalement un livre et puis tu modifies un peu des choses pour aussi. C'est ça, je fais les deux. Donc, je choisis le livre en fonction de la thématique à aborder. Moi, j'ai toujours une session avec les parents avant, bien sûr, pour voir bon, quelles sont les difficultés, quels sont les sujets. Et après, je choisis les livres, par exemple, en fonction. Et puis, je crée mon propre matériel en plus, avec Canva. Je crée mon matériel, des exercices à partir du livre pour que l'enfant puisse soit mettre certaines choses par écrit ou dessiner d'autres éléments. Enfin, voilà, avec un joli design parce que bah, les enfants, ils sont quand même très sensibles à tout ça. Donc, par exemple, je sais pas, un petit livre sur la peur. Donc, j'ai fait des petites questions. Bah, qu'est-ce qui se passe avec le petit crabe? Et est-ce il a peur de quoi? Et est-ce que tu penses que là, il prend une bonne décision ou pas? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Avec des petites images. Et ça fonctionne assez bien pour s'ouvrir un peu sur le sujet. Et puis, ça permet aux enfants de ne pas parler de leur peur à eux, mais de la peur du petit crabe. Donc, ça fonctionne aussi pas mal, ouais. C'est plus facile. Ouais, tout à fait. Ça leur met un peu de distance. Ok, et tu fais un peu la même chose avec les marionnettes. Oui, alors les marionnettes en ce moment, je les utilise surtout pour l'impulsivité ou les difficultés à suivre des instructions, etc. Donc, on fait des petits jeux
où il faut écouter une marionnette, pas l'autre, essayer de contrôler en fait cette capacité à réagir en fonction de l'instruction donnée. Et bon, bah, ça marche beaucoup mieux que si c'est moi qui donne l'instruction, c'est plus sympa si c'est la marionnette, effectivement. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu utilises des jeux de société? Alors, des jeux de société, j'avais utilisé à un moment le Double. Mhm. Ça, c'est pas mal pour les questions de voilà, fonction exécutive, déficit attentionnel, etc. Parce que ça demande quand même pas mal de concentration. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, maintenant que tu me poses la question, je me dis que j'en utilise pas beaucoup et je devrais peut-être en utiliser plus parce que pour ces sujets-là, impulsivité, déficit attentionnel, etc., je pense qu'il y a des jeux de société qui pourraient être intéressants pour les enfants. Ouais. Oui. Et puis on peut adapter un peu les règles et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire autour Ouais, des c'est jeux. ça. Mais ça vient Mm. peut-être aussi de l'âge. On n'a pas, je t'ai pas demandé vraiment l'âge des enfants que tu accompagnes. Ça dépend vraiment, je dirais, entre 4 et 10 ans. Donc, c'est quand même assez varié. Enfin, moi, j'accompagne les adultes et les enfants. Les adolescents, moins. Je Ouais. passe là, je saute un peu une étape. Donc, les parents, plus dans des thématiques, voilà, de bah, comment trouver ma place dans la maternité, la paternité, etc. Et puis, les enfants, c'est très divers. Ça peut être vraiment oui, que ce soit de l'angoisse, tristesse, dépression, impulsivité, etc. On va revenir sur la thématique du jeu. Ça prend à peu près combien de temps pour toi, approximativement, de préparer justement tes séances en utilisant justement des médiations, des jeux? En fait, maintenant, j'ai beaucoup de matériel. Donc, au début, ça prenait pas mal de temps. Ça prend beaucoup de temps de chercher, de créer le contenu. Donc, quand je fais un contenu, je crée un contenu en plus sur Canva, par exemple. Euh, Bah, je dirais que si j'ai rien sur un sujet donné, ça va me prendre à peu près autant de temps que la séance elle-même, probablement, de chercher soit un bouquin adapté, de créer le matériel autour, d'essayer de faire une petite introduction sur le sujet, de trouver, je sais pas, des thématiques pertinentes après pour élaborer en fait sur le support. Je dirais que ça va me prendre 1 heure, mais heureusement, je peux réutiliser en fait ce matériel après dans d'autres séances. Donc là maintenant, c'est beaucoup plus rodé, on va dire. Ouais, Oui, mais au départ, il y a quand même un temps de préparation qui est quand même très important ouais. et qui est à prendre en compte. Et pareil, Il y avec a un les gros temps, ouais. évolutions, des fois, on a envie, hein, et c'est normal de Tout à fait. réévaluer, de réadapter les jeux qu'on met en place. Donc, c'est quand même très Tout long. à fait. Oui, oui, enfin oui, c'est vrai que puis moi, très vite, je vais m'ennuyer, je vais chercher d'autres trucs. Donc effectivement, non, puis il y a toujours des nouveaux livres qui sortent pour les enfants qui sont super sympas. Enfin, donc ce serait dommage de rester sur ces acquis, effectivement. Merci beaucoup. Et justement, on va en venir à la création de l'ardoise des émotions. Donc ça, Oui. c'est vraiment un projet qui est, bah, tu m'as mis le mot à un moment dans le petit questionnaire au départ, c'est un travail herculien. Donc on est encore Ouais. dans un autre domaine. Donc est-ce que tu peux présenter bah, tout ce travail qui a été fait? Oui, alors en fait, au début, ben, on se dit, oh, mais ça ne doit pas être si compliqué que ça, allez, je vais le faire. Et puis, heureusement, je crois qu'on ne sait pas à ce moment-là ce qui nous attend. Et voilà, une fois qu'on est lancé, on continue. Mais à la base, c'est quand je travaillais au lycée allemand, je m'étais dit, mais en fait, tous les enfants venaient dans mon bureau pour se calmer quand ils avaient une émotion forte. Puis en maternelle, il y en a pas mal, des émotions fortes. Et je me disais, mais en fait, ça marche super bien. Ils viennent me voir. Maintenant, j'ai même plus forcément. Enfin, je suis là, je suis à côté, mais ils savent utiliser voilà, les outils que j'ai mis à leur disposition pour se calmer, puis après, ils repartent. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas terrible parce que le but, ce serait quand même que dans leur classe, avec leur maître ou leur maîtresse, ils arrivent à faire la même chose et que je sois pas la seule personne responsable des émotions dans l'école, quoi. Et donc, j'ai créé pour chaque classe une petite boîte avec des outils dedans, donc des cartes des émotions, des jeux sensoriels, bon, les crayons de couleur, bien sûr, feuilles, tout ça. Enfin, j'ai fait un petit cahier de la colère, en fait, pour qu'ils puissent faire des dessins. Et bon, j'ai fait ce petit truc-là, et après, je me suis dit,
En fait, j'aimerais bien en faire pour de vrai, un vrai kit parce que les enfants me demandent donc déjà l'utiliser en classe. Ça, c'est vraiment fabuleux. On Génial. sous-estime les enfants là-dessus, mais ils l'utilisaient et il y en a qui arrivaient vraiment même à gérer leurs émotions tout seuls. Enfin, ça, je trouve que c'est quand même assez fantastique. Et après, ils ont commencé à me dire, bon, mais est-ce que je pourrais pas emmener la boîte chez moi? Parce que chez moi, j'en ai aussi vraiment besoin. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Bah, en fait, les pauvres enfants, parce qu'on ne s'occupe pas forcément de cette dimension-là, parce que déjà, ce n'est pas nécessairement inclus dans les programmes scolaires. Et puis, les parents, ils ont la volonté, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Et si on les prend au sérieux, bah, eux, ils utilisent ces outils-là et ils sont même très reconnaissants. Donc, c'est comme ça qu'est né, disons, le projet. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse mon ardoise, etc. Et puis, mais bon, bien sûr, c'est un gros travail. Les fournisseurs, bon, le design, les fournisseurs, le logo, enfin, tout le développement, le marketing, enfin, c'est énorme. Ouais, Oui, il y avait un gros travail. Mais après aussi, ce qui était bien, c'est que ça avait déjà été testé. Donc, il y avait un kit qui avait été ouais, testé à l'école. c'est ça. Les enfants avaient été d'une certaine façon formés. Et après, la Oui. question, c'est quand pour des enfants qui n'avaient pas utilisé cette boîte à l'école, comment vous avez réfléchi à ça en se disant, bah, si on Ouais. veut le donner aux autres, mais qui n'ont pas eu la chance de l'expérimenter avec un professionnel, comment on réfléchit à ça? Bien sûr, non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux justement qui sont prévus pour les enfants sur le thème des émotions, où il y a juste le matériel, mais bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que si moi, on me donne un matériel, je sais faire plein de trucs avec, mais les parents, pas forcément. Et donc, c'est pour ça que pour accompagner l'ardoise et les cartes, etc., il y a un e-book que les parents peuvent lire, qui est vraiment structuré de manière assez simple en 4 semaines pour qu'ils se sentent pas waouh, ça fait beaucoup d'un coup, et qui explique comment utiliser l'ardoise pas à pas, de manière assez versatile, parce que ça peut être pendant les moments d'émotion forte, pendant les moments de calme, créer un espace de calme à la maison, etc. Donc, on peut l'utiliser dans différents contextes, et tout est expliqué pas à pas. Il y a même quelques vidéos aussi pour l'accompagner. Donc voilà, mais peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, on développera encore plus cette partie-là avec Emma, la, ma collègue, aussi cofondatrice de My Quiet Place. Et si les parents sont demandeurs, nous, on est vraiment prêtes en fait à investir dans cette partie de formation des parents en fait. Ouais, Oui. Ce que je vois aussi, je trouve que les parents ont souvent envie et ouais, sur les conseils, ils vont acheter du matériel, ils vont utiliser le matériel une fois, deux fois et en fait, ça marche pas comme en séance et après, ils le rangent. Et l'enfant, il c'est l'utilise pas ça, de la même façon et c'est vrai c'est ça. il y a quand même voilà, il y a quand même un accompagnement à faire aussi. C'est pas si simple que ça. Tout à fait. Non, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que ça demande un certain investissement de la part du ou des parents. Et aussi de laisser l'ardoise visible. C'est pour ça on l'a créée pour pouvoir la mettre au mur Et oui. avec les aimants, etc. Parce qu'on s'est dit, oh, bah, les aimants, les enfants, ils vont les mettre un petit peu partout, peut-être même sur le frigo, ça va être intégré au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est pas juste une question d'avoir des cartes ou un jeu et puis on y joue une fois par mois et après on le range. C'est d'intégrer l'éducation émotionnelle via le jeu à la vie de famille. Merci. Bon, le jeu donne envie déjà. Et donc, on va revenir sur le côté un petit peu, on va développement de tout ça. Donc, c'est au départ, c'est toi Oui, qui as créé tout ça, donc avec Canva, avec une oui, c'est plastifieuse ça. sûrement au départ. Donc, ça a été testé à l'école. Donc, Ouais. après, comment vous avez fait bah, pour rentrer dans la phase finalement de commercialisation, de création du contenu à plus grosse échelle? Donc, j'ai bien entendu que tu travaillais avec Emma. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. voilà, je te laisse expliquer tout ça. En fait, au Costa Rica, ben, j'étais seule pour faire ça, mais c'est vrai que moi, je suis pas du tout spécialiste en marketing et tout ça, donc je me suis lancée là-dedans. C'était compliqué parce que autant j'adore la création, voilà, des jeux et tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Écrire l'e-book, tout ça, c'est mon travail.
Mais tout le reste, pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et c'est pour ça que je me suis du coup associée avec Emma pour le lancement en France. Et elle adore ça, tout ce qui est marketing digital, elle s'y connaît très bien. Et puis, cherche toujours de nouvelles formations, de nouvelles idées, tout ça. Donc c'était plutôt une bonne idée de s'associer. Et donc, vous avez réussi après à développer votre outil. Comment vous avez fait en fait? Vous êtes passé, vous avez... Qui vous l'a Alors, créé? alors l'outil, donc là, pour séparer, disons, la France du Costa Rica, parce que c'est deux circuits complètement différents. Donc, en France, c'est Emma qui s'est chargée de chercher des producteurs, donc en étant très soucieuse, voilà, du Made in France, de la qualité des produits, bien sûr, et de l'éthique aussi de l'entreprise derrière. Donc, on a juste cherché sur Internet et contacté plein de fournisseurs. Je ne sais pas combien. C'est vraiment une phase très longue de trouver les différents fournisseurs. Et surtout que, étant donné que l'ardoise est aimantée, Oui. alors ça, c'est une grosse difficulté en termes de production. Alors, on trouve, nous, Emma et moi, un énorme avantage parce que les enfants adorent. Les aimants comme ça, ils peuvent les manipuler, les laisser partout. Puis c'est assez épais, donc ils sont hyper résistants, etc. Enfin, ils peuvent en faire vraiment pas mal de trucs. Mais par contre, à produire, c'est vraiment complexe. Voilà, donc le découpage, etc. Donc on a cherché les fournisseurs, on en a testé beaucoup. Et puis, finalement, on s'est mis d'accord voilà, sur, disons, un fournisseur pour l'ardoise et les magnets, et avec qui ça se passe bien. Et puis après, il fallait quand même l'emballage, les petits sacs, enfin bon, il y avait d'autres trucs à côté. On a cherché d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est une Ah étape oui, assez donc longue. voilà, c'est plusieurs fournisseurs pour chaque élément au final de l'ardoise Ouais, magique. c'est D'accord. ça, c'est ça, tout à fait. Et ça, à peu près, ça a pris combien de temps? Ouais, je dirais que ça a dû nous prendre 1 an. Ah non, quand même. Bon. Ouais, hein, ouais. Ouais, quand même. Et en parallèle, donc Emma commençait la communication sur les réseaux ou autres. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc en fait, moi, je crée le contenu qu'on va publier sur Instagram ou sur Facebook et Emma le publie. D'accord. D'accord. Voilà, Ah, c'est donc, ça. si, il y a quand même une part de marketing qui est aussi faite par toi. Ah Quand oui, même. oui, oui, bien sûr. En fait, tout ce qui est la création, enfin tout ce qui est de voilà psy, Oui, émotion, donc je m'en charge. On a aussi une newsletter qu'on envoie 2 fois par mois. Et donc ça, je me charge effectivement du contenu parce que ça, c'est mon travail en tant d'accord. que psychothérapeute. Mais après, tout ce qui est le publier directement sur les réseaux, regarder ce qui fonctionne pas, etc. Ça, c'est Emma qui D'accord. développe tout ça, qui est la spécialiste. Ouais. Super. Et donc, justement, on en revient là. Donc là, ça fait à peu près un an. Ça a pris à peu près un an pour faire tout ça. Vous aviez fait un business model, vous aviez des plans, vous vous êtes dit non, on y va, on se lance et on verra bien ce qui se passe. Alors, je dirais que Emma a fait pas mal de plans, mais je serais incapable de les reproduire là. Non, elle a quand même bien pensé voilà, la mécanique, on va dire. Mais moi, je suis vraiment assez étrangère à ces logiques-là. Donc, elle continue à faire pas mal voilà, oui, de business model, de prévoir combien est-ce qu'il nous faut, combien il faut qu'on investisse, comment. À quel moment on fait le lancement, enfin, sur quelle stratégie on utilise, publicité, sans publicité, quel réseau, etc. Ça, c'est vraiment elle qui s'en occupe. Ouais. D'accord. Et combien de temps maintenant que c'est mis en vente, que ça a été commercialisé? Alors, on l'a lancé, si je dis. Alors, on a fait les préventes, c'était en avril, il me semble, en avril de cette année, D'accord. qu'on a commencé, ouais, voilà, avec les préventes. Et là, maintenant, c'est en vente sur notre site. Alors, en on-off, parce que à chaque fois qu'on voit avec le fournisseur, comme c'est un petit fournisseur en France, etc. Donc, on refait des stocks, on les liquide et puis selon voilà ce qu'on a, où on en est, on va remettre les ventes en ligne ou les stopper pendant le moment où on fait le stock.
D'accord. ouais, Et donc, paroisse. globalement, pour toi, aujourd'hui, le résultat, donc, ça serait plutôt positif. Est-ce que vous commencez à... Parce qu'il faut investir, il y a quand même eu un gros Ouais, bien investissement, sûr. je pense. Est-ce que là, vous Ouais. arrivez à revenir à peu près à l'équilibre ou non, il va vous falloir encore un an Je dirais qu'il va falloir qu'on continue à investir dans la visibilité Mhm. parce que le produit plaît quand même beaucoup. Quand les gens le découvrent, ils sont assez impressionnés par la qualité du produit. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup investi là-dedans, dans le fait que les aimants, voilà, ils vont pas se casser après 3 utilisations. Ils sont vraiment beaux. Le dessin est joli. L'ardoise est vraiment très pratique à utiliser, tout ça. Donc, quand les gens connaissent le produit, ils ont des réactions très positives. Et les enfants, d'ailleurs, encore plus que les parents, enfin, les enfants, je pense que si c'était eux qui devaient prendre la décision, à chaque fois, ils repartiraient avec l'ardoise et les aimants. Mais par contre, là où c'est encore difficile, mais je pense que c'est ce qui met le plus de temps, c'est la visibilité. Eh oui. Voilà, donc de se faire connaître, il y a quand même une forte concurrence. Je dirais sur le sol français, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les parents, les émotions. Donc il faut pouvoir expliquer pourquoi est-ce que l'ardoise des émotions, à mon sens, est un meilleur produit, qu'est-ce qui la différencie des autres. Et voilà. Oui. C'est ça notre défi, je dirais, pour Donc, cette un année. an de conception. Là, depuis avril, vous êtes vraiment dans la Ouais. vente et vous comptez encore 1 ou 2 ans pour que ça soit une entreprise qui commence à gagner, encore avec des investissements. Vous partez sur 3 ans, comme la plupart des entreprises, c'est ça? Sûrement. 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 Ouais, C'est ce c'est qu'on dit en ça. général entre 3 et 5 ans. Ouais, Voilà, c'est ça. pour lancer une entreprise, c'est long. Mais voilà, la Oui, bien sûr. visibilité, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, en fait. Ouais, c'est là, je pense, le gros challenge des entrepreneurs. Ouais. Oui, sortir du lot. Bon, merci. Donc, on va venir un petit peu aux conseils que tu pourrais donner justement à des personnes qui ont créé des jeux ou autres et qui aimeraient se lancer un peu dans la commercialisation. Hmm. Je pense qu'il ne faut pas voir, disons, la montagne de travail, il faut juste commencer. Commencer. Et surtout, enfin, je dirais surtout pour les femmes, en fait. Quand même pas mal d'études sur la question, sur le fait que les femmes, elles attendent beaucoup avant de se lancer, elles veulent être vraiment sûres, etc. Alors que en tendance, ok, donc ce sont des tendances, les hommes auraient plutôt tendance à se lancer plus facilement. Et pour voilà des questions de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, etc., qui ont quand même une dimension genrée. Je dirais que mon message, ce serait que vraiment, il faut que les femmes se lancent parce que typiquement, l'ardoise des émotions, on pourrait dire que c'est un entrepreneuriat assez féminin. D'accord. Donc, le design, les couleurs, le fait que ce soit axé sur les émotions, sur penser pour les enfants, etc. Malheureusement, ça va peut-être changer dans les prochaines années, mais c'est pas encore quelque chose qui fascine les entrepreneurs masculins. Et ce serait formidable si les femmes osaient plus, parce qu'elles n'osent pas, elles n'ont pas confiance en elles. Et c'est dommage parce que probablement qu'il y en a beaucoup qui ont de très bonnes idées qui pourraient un peu changer le monde, voilà, rendre le monde meilleur. Meilleur. Ouais, Et surtout dans l'univers de la santé ou de l'éducation, c'est quand c'est même ça. principalement des femmes. Donc, Ce sont des mondes très féminins encore, voilà, pour le eh oui. moment, exactement. Ouais. Donc, il faut se lancer. Et oui, qui ont besoin d'innovation. Donc, il faut se lancer. Oui, c'est ça, et pas penser à qu'est-ce qui va se passer après. Non, non, c'est y aller étape par étape, et puis après, on verra bien, il y aura un autre problème et on va le résoudre. Et bon, et moi, ça m'a aussi beaucoup aidé de m'associer avec Emma, de pas être toute seule Mm. dans ce projet, de pouvoir parler avec elle. Et parfois, elle a des baisses de régime, parfois c'est moi, et puis on arrive à se motiver et à continuer. Et ça, ça peut être aussi important de pas s'isoler. De ne pas être tout seul, oui, ça c'est sûr. Ouais, Et oui, parce que tu parles des difficultés, il y a des échecs, bah, chercher des... c'est pas si simple. c'est ça, non, c'est vraiment, c'est pas simple. Ouais. Bon. Mais quand même, on va venir un petit peu aux bénéfices. Aujourd'hui, voilà, quels seraient les bénéfices que ça t'a apporté quand même, cette expérience autour de la création d'un jeu? Déjà de l'avoir fait, tout Mais oui, simplement, je crois que
Enfin, ça m'a pris vraiment du temps pour le lancer au Costa Rica toute seule. Et quand je l'ai terminé, le produit, et en plus, enfin, je vais me lancer des fleurs, mais vraiment était tellement beau. Enfin, j'ai vraiment fait très attention à l'esthétique du produit. Je me suis dit, waouh, il est super. Je l'utilise tous les jours à mon cabinet quand j'ai des enfants. Enfin, donc, c'était une grande fierté et de me dire, ah, mais en fait, je suis capable de le faire. Ça, c'était, je crois, une grande étape. Ouais. Et après, bah, j'espère effectivement, notre but avec Emma, c'était de créer quelque chose d'éthique et qui va avoir un impact dans la vie familiale au quotidien. D'accord? Donc, c'était vraiment notre objectif premier, que ce ne soit pas juste un jeu comme ça qu'on laisse dans un coin, mais que ça ait un impact pour les parents, pour les enfants. Et donc, j'imagine que tout le monde se pose un petit peu la question, bah, comment est-ce que je vais pouvoir faire une différence dans ce monde aujourd'hui qui est quand même pas facile, avec beaucoup de défis, de dangers, que ce soit sur le plan climatique ou psychologique, etc. Donc, bah, il faut commencer voilà, petit. Et ça, c'est un peu notre contribution en espérant pouvoir changer quelque chose à notre petit niveau. Voilà, c'est Mais ce qu'on si, pouvait faire, nous. si tout le monde fait un petit quelque chose, hein, c'est la légende du colibri. Et c'est vrai qu'on se C'est dit, il peut ça, changer des choses. On voit qu'il y a des formations autour de l'empathie. Moi, j'avoue que ça me bien questionne toujours sûr. d'être obligé de mettre en place des formations sur l'empathie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a raté, Ouais, que ça soit plus ouais, naturel ou par imitation, qu'on soit obligé de réapprendre l'empathie. Bon, c'est après, vrai. voilà, c'est bien, il faut le faire. Mais voilà, de contribuer au niveau des émotions, je pense effectivement, ça touche forcément des enfants, des parents, ça amène une réflexion et c'est Tout à important, fait. les émotions. Donc c'est chouette, bravo. Et donc dans les questions un peu qu'on pose à chaque podcast, c'est selon toi, voilà, de quelle manière ta vie perso influence ta vie professionnelle et à l'inverse, ta vie professionnelle influence ta vie personnelle. C'est pour revenir un petit peu sur Alors la oui, bien qualité sûr. de vie. La vie perso qui influence ma vie professionnelle, ben, il se trouve que j'ai démissionné, par exemple, de ce lycée allemand quand j'ai eu mon deuxième enfant parce que c'était pas vraiment compatible. Le rythme de travail, les horaires, etc., les trajets avec l'arrivée d'un petit bébé. Enfin, c'était pas compatible. On aurait pu le rendre compatible. Je crois que je voulais pas en fait de cette vie-là avec un petit bébé. Et donc, je me suis dit, bah, ça m'a encore plus motivée pour My Quiet Place à développer ce projet et à travailler en tant que libérale. Et maintenant, bah, là, c'est vraiment un très bon équilibre pour moi, d'où la décision d'avoir un troisième enfant d'ailleurs. C'est-à-dire que bah, ma priorité, c'était d'avoir quand même une bonne qualité de vie pour moi, déjà, parce qu'il faut avoir pas mal d'énergie, de force pour élever des enfants, tout Oui. simplement. Et donc, je voulais, moi, pouvoir puiser cette énergie quelque part. Euh, et là, maintenant, c'est un très bon équilibre professionnel. J'adore travailler Voilà, je peux décider de mes horaires, de mes patients, de comment m'organiser, etc. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, ça, c'est quand même... Parce que j'ai laissé un travail que j'aimais beaucoup, mais j'ai réussi à créer, en fait, pour moi, une autre activité que j'aime beaucoup. Donc, je dirais que ça. Et comment ma vie professionnelle influence ma vie personnelle? Euh, En tant que psychothérapeute, bah, je suppose que ça a des avantages, des inconvénients. Donc là, c'est vraiment maman psy à la maison, épouse psy. Donc ça, mon mari probablement ne trouve pas ça forcément génial tous les jours. Euh, alors, il y a des fois, il trouve ça bien et puis des fois moins bien. Mais c'est difficile, bah oui, quand on est psy, d'enlever cette casquette au quotidien, même si j'essaye de le faire. Mais il y a plein d'outils que j'utilise avec mes enfants. Là, le deuxième, il va avoir 2 ans bientôt. Donc, j'attends. On a commencé à introduire un peu les cartes des émotions, tout ça. J'attends qu'il grandisse un petit peu pour lui faire son espace de calme, tout ça. Donc, bien sûr, ça a une influence à la maison. Ouais.
Et oui, bah oui, quand on a certaines connaissances, on essaye de les adapter parce qu'on sait que c'est plutôt bénéfique. Donc, Bien sûr, voilà, c'est plutôt bien sûr, agréable, c'est effectivement. ça. Donc, il y a voilà, une influence. Mais bon, finalement, tu as réussi à trouver ton équilibre. Ça fait combien de temps en tout là? Ça fait 7 ans, c'est ça, le libéral plus My Quiet Place. Oui, En tout. alors mon cabinet, je l'avais ouvert il y a 7 ans, mais que je suis vraiment que en libéral, parce qu'entre les deux, j'étais salariée, que je suis que en libéral, bah, c'est depuis la naissance de mon deuxième enfant, donc ça fait 2 ans. 2 ans. Mais là, Ouais, voilà, 2 ans, tellement bien qu'un troisième bébé. voilà, Parfait. c'est ça. Ouais. Non, après, j'aime bien parler un peu de ces notions de temps parce qu'on est quand même dans des sociétés où on veut que ça aille vite. Et Ouais, pour certaines choses, même si 2 ans, je trouve que c'est assez rapide quand même. Voilà, ouais, mais il faut prendre du temps pour cheminer, pour savoir où on va. c'est Et c'est vrai. toujours intéressant d'avoir cette notion de temps quand même. C'est vrai, c'est vrai. En fait, pour la patientèle, je m'étais fixé 1 an et j'ai mis vraiment pile 1 an à développer une patientèle suffisante pour pouvoir en vivre correctement. Oui. Ouais. Oui, un an, c'est quand même, voilà, faut tenir, hein. En attendant, si on n'a pas un conjoint ou autre, c'est des choix stratégiques quand C'est même. exactement. C'est vraiment pas évident. Et puis, il faut pas perdre espoir. Il faut continuer à la fois à garder espoir et puis quand même à être proactive. Parce qu'on peut pas juste vivre d'espoir. Il faut trouver de nouvelles opportunités, les créer, etc. Et dans mon cas, enfin, j'ai passé, disons, je dis que j'ai mis 1 an, mais en fait, j'ai passé 9 mois. Un peu, c'était la traversée du désert. Je me suis dit, oh là là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Et paf, en 3 mois, en fait, tous mes efforts se sont concrétisés et ça, voilà, ça s'est débloqué à la fin de l'année comme ça. Et je me suis dit, ah, mais j'ai atteint mon objectif. C'est Mais, beau. mais j'ai cru que j'allais pas l'atteindre. Et bon, bah, si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu que je m'arme de patience. Et ça aurait fonctionné à un moment donné. Mais c'est pas linéaire, en fait, le progrès. Ouais. Oui. Mais c'est là où je trouve qu'en tant que professionnel de santé, que ce soit psychomote ou psychologue, parce qu'on a quand même des Ouais, statuts un peu particuliers, même en bien France, hein, au sûr. niveau de notre... On est en fait des entrepreneurs et bah, le fait de se mettre à son Ouais, compte et d'avoir cette patience-là, je pense que c'est ça aussi qui t'a permis de te lancer dans ce projet de l'ardoise avec Emma. bien Parce sûr. que sans ce travail un peu d'entrepreneur, même si on est dans la santé, bah, Ouais, voilà, ça permet d'innover et d'oser des choses quand même. ouais, tout à fait. Mm. La dernière question que je pose au niveau du podcast, c'est donc nous, l'association, on a 4 piliers importants au niveau de la qualité de vie au travail. Donc, c'est de renforcer le dialogue interprofessionnel, de permettre un mieux-être personnel, de trouver un équilibre vie privée, vie pro et de redonner du sens dans nos pratiques professionnelles. Donc là, avec tout le long du déroulé, on voit bien qu'il y a, bah voilà, hein, ça doit faire du sens quand même quand je dis ça, parce qu'il y a des choses Ouais, qui reviennent. bien Donc, je sûr. voulais avoir un petit peu ton avis par rapport à ces 4 piliers qui, pour nous, sont totalement indissociables. On ne peut pas travailler que sur un. En fait, on pense que c'est tout lié. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, il y a tellement d'études sur la question en psychologie du travail, notamment sur comment, enfin, à quel point c'est vraiment très important le bien-être au travail, l'équilibre perso, enfin, vie de famille ou juste personnel, même si on n'a pas d'enfant, enfin, juste perso, pro, etc. Il y a énormément d'études sur le sujet et les entreprises, je dirais, peinent à les utiliser. En fait, c'est un savoir qui est là sur le fait que, bah, notamment, quelqu'un qui se sent bien dans son poste, qui peut bien gérer sa vie de famille et sa vie pro en parallèle, va être plus productif, plus efficace. Donc, il y a aussi, disons, un intérêt derrière pour l'entreprise en question. Mais en fait, c'est quand même, il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Oui, peut-être des chefs d'entreprise, voilà, sur ces sujets-là, on se dit que bon, ça marche peut-être pas complètement, que c'est un investissement à perte, et pas du tout. J'espère vraiment qu'il y aura voilà, plus de personnes qui pourront définir ces piliers-là. Moi, je suis complètement d'accord. La question du sens, de l'équilibre, du bien-être, c'est des questions cruciales pour l'équilibre émotionnel, pour la santé mentale. Et il y a tellement de personnes qui sont en souffrance au travail que ouais, c'est vraiment dommage. C'est dommage.
Ouais. Et Bon, c'est vrai, j'espère que tu pourras faire passer le message. on essaye en tout cas, on passe le message, mais on veut aussi montrer des solutions. Ouais, bien L'idée, c'est sûr. d'attirer l'attention, dire il peut avoir un problème, mais surtout regardez toutes les solutions qui existent déjà, on peut s'en inspirer, quoi. C'est ça l'idée. Oui. Et Ouais. après, je trouve que ce que je trouve un peu dommage, c'est que les solutions, ce soit peut-être d'être en libéral seulement. C'est-à-dire que il y a peu d'entreprises J'allais revenir encore. sur le Ouais, libéral, hein, parce que tu dis la ouais, qualité de vie au travail dans les entreprises, mais je pense que en libéral, ça peut aussi être problématique, parce que comme tu dis, c'est pendant vrai. 9 mois, si tu n'as pas Ouais, de c'est revenus, vrai. pas de salaire, il y a des gens qui peuvent travailler énormément, se mettre un Bien peu de sûr, c'est côté. vrai. Ça dépend les professions. Je pense que ça peut être aussi problématique, même en libéral. Voilà, C'est c'est vrai. pas. Voilà, en tout cas, ça serait intéressant d'étudier la question aussi pour les professions libérales, parce qu'il y a C'est aussi, on vrai. parlait du dialogue interprofessionnel. En libéral, je ne sais pas au Costa Rica comment ça se passe. Moi, j'aime beaucoup parler avec mes collègues, mais on est pris aussi dans nos routines professionnelles. Et Hmm. quand on prend du temps, on n'est pas payé. Et cet Ouais, équilibre-là pour parler avec ses collègues ou pour se voir ou pour aller dans les écoles, c'est pas compris dans notre temps de travail quand on est non, en c'est vrai. libéral. Et ça aussi, c'est problématique parce que des fois, on a envie de discuter avec nos Hmm. collègues, mais comment on trouve cet équilibre? Voilà. Donc, je pense Tout qu'il y à fait. a, je Non, sais moi pas. je suis tout à fait d'accord. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que par exemple, enfin moi je suis très satisfaite maintenant de ma situation professionnelle, mais je suis dans une situation privilégiée. J'ai pu partir, démissionner et créer, monter mon propre projet, et puis ça a fonctionné. Super. Mais à la base, moi j'aurais bien aimé continuer sur mon poste. En tant que salarié, c'est vrai que ça avait beaucoup d'avantages et je me suis dit, mais c'est juste pas compatible avec moi la manière dont je veux vivre ma vie et aussi vivre ma vie de famille. J'insiste sur ces deux plans-là et donc je me suis dit, bah, faut que je parte, mais tout le monde n'a pas ce choix-là. Donc c'est la difficulté, mais effectivement, en partant, bah, on fait aussi des sacrifices. On Mm. fait des choix. C'est ça, on On fait dit des oui à choix. quelque chose et souvent non à quelque chose d'autre. Il faut Exactement. accepter ce choix. Oui, c'est ça. Bon, merci. Donc, est-ce que tu aurais justement peut-être d'autres conseils ou d'autres choses que tu aimerais aborder dans le cadre de ce podcast? Hmm. Et, bah, peut-être pour terminer sur la notion du bien-être au travail, de ne pas hésiter aussi à en parler autour de soi si on est voilà, dans une situation dans laquelle on ne se sent pas bien, de trouver, que ce soit des collègues en libéral ou en salarié, on s'en fiche, enfin, de trouver vraiment des personnes avec qui en parler et pas se dire, ah mais non, je vais avoir l'air de je sais pas quoi ou d'être en échec ou etc. Enfin, il y a beaucoup de barrières comme ça qui inhibent la communication et ça augmente du coup la souffrance des personnes au travail. Donc, je crois que ça, c'est important d'en Et, parler avec d'autres personnes, de dire que ça va pas. et est-ce que pour toi, les soignants ou les enseignants osent encore moins parler? Parce que les Oui, métiers du soin, je pense, on est ouais. censé soigner et des fois, Ouais. voilà, on se dit, on n'a pas le droit de... Voilà, alors c'est une question. Est-ce que pour toi, ou est-ce qu'il y a des études, si tu es au courant sur des études par rapport Non, à ça? j'avoue, j'ai pas d'études. Non, je dirais que c'est difficile encore pour les soignants. Bon, après, il y a plein de structures différentes, etc. Bon, déjà en partie parce que si on prend le domaine public, déjà, ils sont pas écoutés. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu, ils peuvent parler, mais ça n'est pas forcément couronné de succès. Les enseignants, c'est un peu la même chose. Ils ne sont pas écoutés, la situation se dégrade, mais en fait, rien ne change. Et après, dans le privé, ben, je crois qu'on commence à prendre conscience que les soignants, il faut aussi qu'ils se soignent eux-mêmes et qu'ils fassent attention à eux. On en parle de plus en plus. Euh, Bon, il faut espérer que ça se démocratise, voilà, de plus en plus. Mais la situation publique, enfin, dans le public, est quand même assez catastrophique pour les soignants et pour les enseignants. Et puis, il y a des représentations mentales. Je pense qu'il y a des barrières effectivement à faire tomber pour accepter Oui, de dire ça va pas et voilà, pour se faire oui, aider, c'est des étapes qui sont pas tout forcément à évidentes fait. encore. C'est Bon, vrai. merci. Est-ce que tu aurais une citation à nous partager qui t'aide dans Ou une citation. Non, j'avoue que j'ai pas pensé à une citation. En plus, j'en ai que j'aime bien.
Enfin, j'ai plusieurs citations qui peuvent, voilà, que j'ai mis par écrit, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, je serais incapable de les Alors, rendre tu comme t'en ça. avais Je suis proposé désolée. une, c'était Ah, de bah, John c'est possible. Kabat-Zinn. De John Ah, oui, Kabat-Zinn. d'accord. Vous ne pouvez pas Qu'il faut arrêter les vagues. surfer. Ouais. Voilà, vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à Exactement. surfer. Oui, bah ça c'est une citation que j'aime bien parmi tant d'autres. Mais voilà, ça résume assez bien la vie émotionnelle. Donc les émotions vont venir, elles vont être désagréables, agréables. On ne peut pas les retenir en fait. Et il faut apprendre à voilà, surfer avec ces émotions. La vague va venir et après elle va repartir. Ouais. Bon. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. C'était très intéressant. Puis toute la démarche de création effectivement d'un jeu, mais pas que pour son cabinet et arriver à le commercialiser pour faire changer des choses ou en tout cas Bien améliorer des sûr. contextes familiaux. C'est un super partage. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton intérêt et puis voilà, de m'avoir invité et puis aussi pour ton travail. C'est vraiment c'est super. Heureusement il y a des gens qui essayent de changer un peu le monde. Voilà, Bon. ça donne du baume au cœur. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solerlab.org. Solaire, lab, SOLAIRLAB.org. Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.